Bonjour, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure. Alors, donc le titre c'est « Il n'y a pas que la réforme des retraites ». Donc nous allons faire un petit tour d'actualité en dehors de ce sujet ô combien débattu à propos de la retraite. Donc. Alors nous allons nous intéresser aux maladies du cerisier, chauffard au volant, crime ou délit, puisque c'est le débat aussi qui a été lancé, et à propos aussi de réaction face à une manifestation d'extrême droite en noir et cagoulé. Donc on va commencer avec la mouche. Donc vous voyez, on vous explique pourquoi une mouche asiatique fait trembler les producteurs français de cerises. Une mouche asiatique fait monter la crainte d'une faible récolte chez les producteurs. Il faut trouver d'autres solutions pour lutter contre cet insecte depuis l'interdiction d'un pesticide efficace contre ce nuisible jugé dangereux pour l'homme. Donc on vous parle beaucoup du danger pour les abeilles. Alors évidemment, ça fait moins réagir les hommes, mais il a été interdit à cause du danger sur l'homme. Et les abeilles, on le sait, c'est quelque chose de capital, hein, parce que si on tue le parasite là, des cerises, qu'on a des cerises, mais qu'on n'a plus par exemple d'amandes, puisque les amandes sont totalement dépendantes des abeilles ou d'autres espèces, je ne vois pas l'intérêt. Donc cette mouche, de toute façon, asiatique ou pas, on avait nous aussi nos parasites en Europe, qui est la mouche du vinaigre, qui, comme la mouche asiatique, est tout simplement une drosophile dans ses différentes variétés. Simplement, celle-ci est plus petite. C'est un minuscule moucheron de 3 mm, je crois, qui vous disent. Mais bon, les hirondelles, par exemple, s'attaquent aux moucherons. Hein, donc, il y a le problème des oiseaux. Hein. Et donc ça, on voit que cette maladie du cerisier, eh bien, on retrouve toujours les mêmes problèmes, que ce soit les problèmes infectieux avec, par exemple, comme le Covid récemment, quoi, mais il y en a eu d'autres. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était surtout l'homme qui bougeait, donc on avait des épidémies à l'échelle mondiale. Ensuite, on a aussi les problèmes d'élevage, avec les élevages industriels où les animaux sont devenus au niveau immunitaire très déficients, sans compter le problème moral, a-t-on le droit de voler à l'animal sa vie animale, hein? Qu'on le tue en tant que prédateur, ok, mais on n'a pas le droit moralement de le transformer en chair à pâté dès sa naissance. J'en veux pour preuve que chaque fois que la morale n'est pas respectée, que ce soit au niveau de l'agriculture ou de la politique, ça se paye à plus ou moins long terme, certes, mais ça se paye. Je vous rappelle par exemple l'histoire de la vache folle. Hein, on a voulu changer un herbivore en carnivore en lui faisant manger des granules qui contenaient des protéines animales, et c'est comme ça qu'on a eu la vache folle. Donc il y a un minimum de respect des règles de la nature dont on ne peut et dont on ne doit pas s'émanciper. Alors là, c'est aussi toujours le problème des monocultures. Vous imaginez bien, et évidemment, certes, on ne peut pas cultiver des cerisiers en mettant un tous les 800 mètres, mais tout de même, plus vous avez des monocultures, plus vous fragilisez les cultures parce que les épidémies se propagent. C'est exactement chez l'homme. Si vous avez quelqu'un qui a le Covid, vous l'enfermez avec une foule dans une pièce, vous contaminez tout le monde. Si celui qui a le Covid, il est isolé avec le prochain voisin à 50 km, il ne va pas contaminer grand monde celui-ci. Donc, il y a le problème, oui, de toute façon, on vous explique bien que si un bon coup de gel, le sol gèle, ça vous tue toutes les larves. Donc, il y a aussi l'histoire du climat, je ne vous dis pas, mais des gels, on en a encore. Hein. Et pour pallier à ça, si vraiment on veut supprimer un cycle, et c'est comme avec la spirale du buis. À partir du moment où que tous les buis à une zone sont détruits, la spirale disparaît parce qu'elle est totalement dépendante du buis. Si la mouche asiatique est totalement dépendante de nos cerisiers, eh bien, il faut le faire sacrifice sur une vaste raison de couper peut-être pas l'arbre, mais les branches, les branchioles, de faire tomber les fruits avant que la larve, donc que la mouche puisse pondre. Et comme ça, en sautant une récolte d'une année, on se débarrasse sur plusieurs années de ce parasite.
Mais c'est peut-être une méthode un peu extrême et il y a peut-être tout de même d'autres solutions qu'on va voir. Alors là, vous voyez, différentes leçons. Je vous laisserai aller sur le site éventuellement. Je vous montrerai après. Couvrir le sol, parce que si vous mettez un filet aussi par terre, bien serré, eh ben, elle ne pourra pas pondre ses larves. Enfin, les larves qui tombent au sol vont tomber dans le filet. Hein, les fruits abîmés qui sont remplis de verre, et tout ça, il faut y nettoyer. Donc ça peut donner du travail manuel. Ça peut être, si on faisait par exemple, comme je le suggère, un service aussi national civil, eh bien, une aide donc, de l'État sous cette forme en procurant de la manœuvre qui ramasse tous ces fruits. Ensuite, travailler puisque les agriculteurs se plaignent parfois de ne pas trouver de main-d'œuvre. Travailler le sol, mais bon, ça a aussi des inconvénients. Et ce qui est très intéressant, le dernier point, poudrage des fruits. 70% de fruits protégés, dit-on, c'est quand même pas mal. Avec de la terre de diatomée ou zéolite, en fait, c'est de l'argile. Et ça vous fait une protection mécanique, ça protège le fruit. La mouche ne peut pas pénétrer et pondre s'il y a de l'argile sur la cerise. Alors ça marche avec la mouche du vinaigre, pourquoi ça ne marcherait pas avec la mouche asiatique? Il n'y a aucune raison. Hein. D'ailleurs, certains le préconisent. Donc, on va vous montrer simplement, ça demande toujours, c'est un travail manuel. C'est peut-être là qu'est la question. Donc, posez les bonnes questions, on peut y répondre, notamment en instaurant ce service civil national. Bien, alors je vais vous montrer d'autres solutions. Donc là, on vous parle des pièges jaunes qui marchent aussi bien pour l'une que pour l'autre. Hein. Donc c'est pas du 100%, mais ça peut être une aide aussi. Voilà, donc c'est à bioactivité.ch. Et puis alors l'autre, je vais vous redonner un peu les références. Deux minutes. Voilà, Oxine, hein, le site Oxine. Comment lutter contre la mouche du cerisier. Voilà. Bien, on va un peu plus loin. Maintenant, nous allons nous attaquer au chauffard. Alors, vous voyez, samedi 3 juin 2023, marche pour une autre justice. Face à la banalisation des drames routiers, etc., etc., demande de modification de la loi des homicides involontaires en homicide volontaire, c'est-à-dire qu'on transformerait un délit en crime. Hein. Donc, ce qui est actuellement un délit, avec pour une assurance d'une peine plus lourde. Mais comme l'a dit un interlocuteur à la télévision, le problème, c'est que vous pouvez avoir des peines très lourdes, même dans la loi actuelle. C'est simplement que les peines maximales ne sont pas appliquées. Alors on pourra toujours changer les lois, si on ne les applique pas, on ne voit pas ce que ça pourrait donner. Donc, je vais vous faire un petit rappel, donc par exemple, d'un exemple très concret. Voilà. Donc, mort du fils de Yannick Alino, le chauffard remis en liberté, ce qui a déjà été un choc pour la famille. Le 8 mai, Antoine, donc 24 ans, mortellement percuté par un chauffard. Ce conducteur est sous l'emprise de stupéfiants. Il a volé un véhicule. Il a grillé un feu rouge juste avant la collision. Donc, alors, pour ce qui est des circonstances aggravantes, celui-là, il a le maximum. Hein. Bon, alors moi, voilà, je pense que je ferai certaines catégories. Premièrement, on différencie les conducteurs sans permis, qu'ils aient un accident ou qu'ils n'en aient pas d'ailleurs, hein, quand ils se font prendre, quelles que soient les conditions. Très souvent, en fait, c'est des permis qui ont été supprimés, ils ne se sont pas donné la peine de les récupérer.
Alors, bien que ce soit aussi pour certains un problème financier, hein. Donc, du moment qu'on conduit sans permis, direct, casse, prison, qu'il y ait un accident ou pas, parce que l'accident est simplement bon, une conséquence, hein. Et la suppression, à ce moment-là, ben, sera une suppression à vie. Je pense que ça serait quand même dissuasif. Ensuite, dans certains cas, effectivement, maintenant, vous avez des jeunes aussi qui passent jamais le permis. Eh bien, ceux-là, ben, en prison, et puis quand ils auront leur permis, ben, ils sortiront. Ensuite, le cas donc de ceux qui ont leur permis. Comme là, ça doit être le cas, je pense. Mais par contre, qui sont pris avec des facteurs aggravants, alcool, stupéfiants, là on a un vol de véhicule, rodéo, course-poursuite, les casiers judiciaires remplis. Bon, ben c'est un accident grave, hein, suppression du permis à vie, désintoxication en milieu fermé obligatoire. Et puis, si récidive, hein, qui aussi conduit sans permis, eh bien, prison directement. Ensuite, maintenant, si lors d'un contrôle, on constate des toxiques, eh bien, obligation de suivi, désintoxication, suivi au long cours gamma-GT cannabis pour conserver son permis. C'est aussi simple que ça. Et c'est faisable, hein. Le cannabis, ça se retrouve dans les urines. Les gamma-GT qui montent, on sait que c'est lié chez un alcoolique, ça se signale par des gamma-GT qui grimpent. Bien qu'on peut, attention, hein, ne stigmatisons pas les gens. Vous avez des gens, par exemple, suite à des prises médicamenteuses toxiques pour le foie, qui auront des gamma-GT hautes, hein. Mais on peut très bien voir la part de l'alcool, hein. Ensuite, manifestation d'extrême droite. Donc, on va retourner. Voilà ce que l'on sait de la manifestation de militants d'extrême droite à Paris samedi, hein. Alors, plusieurs centaines, j'ai vu 500, 550 que c'était noté, qui n'avaient pas été interdites, mais qu'est-ce qui se passe? A suscité lundi de vives critiques à gauche notamment, amenant la préfecture de police à se justifier dans un communiqué. Ah ben, c'est quand même curieux parce que c'est l'ultra-gauche qui casse tout, qui est casqué, masqué, mais par contre, on met l'accent en montrant ceux-là qui ont effectivement aussi le visage masqué, et je trouve tout à fait logique, comme Marine Le Pen, de dire qu'on se soit à cause de la religion ou à cause de ce qu'on veut, on ne défile pas masqué. Maintenant, je comprends aussi que certains le font parce qu'ils savent très bien qu'en appartenant à ce genre de mouvement, ils risquent de sérieux ennuis au niveau professionnel ou même d'être pris en chasse par les antifas, puisque c'est le but de leur mouvement. Donc, logique, hein, interdisons les groupes qui prônent la violence. Interdisons, commençons par interdire les antifas. Hein. Et là, vous voyez, il y a une revendication, donc là, d'un des leurs, Sébastien, je ne sais pas comment, qui serait mort en voulant échapper à une course-poursuite, qui serait monté sur les toits, et d'autres disent que non, c'était pas accidentel, etc. Bon, voilà, de toute façon, une mort dans des circonstances comme celle-là, ça donne toujours matière à des débats, hein. Bon, donc, nous allons voir, par contre, moi je vais vous faire voir autre chose. Ah oui, alors attendez, avant... Oui, voilà, ce qui avait fait aussi débat, c'est concert de groupes néo-nazis, ils ont pris sous un faux nom, prétexte d'anniversaire, à l'issue de la manifestation d'ultra-droite à Paris. Bah, écoutez, s'ils font un concert, c'est pas le concert qu'il faut interdire. Est-ce que ces musiques, ils ont passé des musiques dont les thèmes sont violents, comme ceux qui, par exemple, appellent au meurtre d'enfants blancs.
À partir du moment qu'il y aurait des paroles de ce type-là, mortes des enfants blancs, et chez eux, je ne sais pas si c'est des paroles antisémites, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur reproche. À partir du moment qu'il y a des appels au crime, quel que soit le crime, il faut interdire, c'est pas le concert, il faut interdire la chanson, carrément. Hein. Et si en dehors de ce cadre-là, quelle que soit l'opinion des gens, eh bien qu'ils chantent, c'est toujours mieux que de casser dans la rue, non? Alors là, je trouve que ce qui est malheureux, c'est que de louer une salle sous un faux nom. Alors ça, non. Alors qu'ils soient, après, on s'étonne qu'ils soient masqués, qu'ils agissent en manière cachée, mais c'est exactement la politique de l'État qui est de pousser à la radicalisation certains mouvements pour justement les comment dit-on pour que ces mouvements soient rejetés donc par la population. Et en disant cela, vous allez voir pourquoi je dis cela. Un petit instant. Voilà. Voilà, on se retrouve avec la banderole de Génération Identitaire. Ils étaient sur le toit de Ville Matin. Alors, c'était à Lyon. Et donc, vous voyez, justice pour les victimes du racisme anti-blanc. On ne peut pas dire que ça n'existe pas, hein, parce que avec tous les massacres qu'il y a eu. Alors évidemment, par exemple, comme dans le Bataclan, il y avait des gens où on vous dira ils n'étaient pas blancs qui ont été tués. Mais c'est en fait la culture. Et ceux qui s'assimilent à la culture occidentale sont considérés par ces activistes terroristes comme ne valant pas mieux que les autres. S'ils meurent, bah, tant pis pour eux, ils n'avaient pas à être là. Donc, victimes pour le racisme anti-blanc, ces gens, même s'ils ne sont pas blancs, ils sont victimes du racisme anti-blanc. Et ils étaient là au-dessus parce que les autres en dessous parlaient de racisme encore, donc contre les Noirs, de violence policière. Là, actuellement, on voit que les policiers, c'est plutôt eux qui sont les victimes de violences, d'ailleurs. Et c'est plutôt insultant. Je pense que s'il y a des reproches à faire des policiers, ça doit être des démarches individuelles, une plainte contre X. Et c'est pas une manifestation ne doit pas avoir pour but de stigmatiser un corps de métier au service de l'État. Donc c'est la manifestation anti-flic là qui aurait dû être interdite. Et cela là sur les toits, que ce soit là ou dans les Alpes, eh bien ils reflétaient l'opinion de la majorité de la population. Et c'est la région, je pense, officieuse et pas officielle évidemment, de leur interdiction. Ils étaient populaires, contrairement aux oiseaux qui défilent masqués tout en noir. Ceux-là, ils ne sont pas populaires. Donc on les a laissés jusque-là défiler, hein, ça n'a pas posé de problème. Ils donnent une image négative de tous ceux qui se revendiquent donc pour protéger la culture occidentale. Donc c'était pas un problème. Eux, ils étaient populaires. C'est là le couac. Et en interdisant ce mouvement populaire, j'en sais rien, hein, mais peut-être que vous avez des gens qui vont se radicaliser et aller dans des mouvements beaucoup plus durs, comme celui apparemment qu'on voit défiler, que je vous ai montré tout à l'heure. Là, parmi eux, vous avez cette jeune fille. Cette jeune fille, voilà leur emblème. Une jeune fille séduisante. Ils veulent un discours séduisant. Mais moi, c'est ce que je veux. Je veux une société démocratique, c'est une société qui débat, qu'on les laisse s'exprimer et qu'on réprime l'acte violent, ce qui n'est tout à fait le contraire actuellement. L'État se montre absolument incapable de juguler la vraie violence. Donc cette jeune fille là en question, une fois le mouvement dissous, donc elle a été, puisqu'elle avait en somme plus personne pour la protéger, le mouvement dissous, elle a été agressée sexuellement. Et c'est pas un hasard puisqu'elle a été menacée de viol le jour même de cette manifestation. Donc, on a protégé, soutenu des manifestations qui, eux, se vengent pas avec des manifestants dont parmi eux, eh bien, il y avait des gens qui se vengent par le viol. Bien. Ensuite, voilà, on voit
d'où c'est venu ces condamnations, par exemple? Alors, il y avait eu l'histoire du tapis, vous savez, quand il était monté au sommet là, de la mosquée à Poitiers, mosquée qui tout de même portait le nom d'un conquérant turc, hein, donc en Europe, ce qui est tout de même une certaine indélicatesse. Et là, donc c'était le nom du conquérant de Constantinople, hein. Donc c'est quand même avec un dirigeant qui vous dit en Turquie qu'il peut appeler au soulèvement des Turcs et qui lui obéissent et qui leur demande de surtout pas s'assimiler. Bon, on peut comprendre qu'on puisse ne pas apprécier cette mosquée, hein. Et là, donc, c'était à Lyon. Alors là, ils accusent donc que le seul non-respect de l'absence de rassemblement a été fait par la mosquée à Lyon, qui a lancé son appel à la prière pendant le Covid. Eh bien, ma foi, il me semble que leur protestation était-elle fondée? En tout cas, elle était logique. Après, fondée ou pas, ça, je vais pas, c'est pas moi me prononcer. Mais c'est pas, il n'y a pas d'insulte là-dedans. Il y a une accusation. Alors, est-ce que maintenant on peut plus se plaindre de quoi que ce soit? Enfin, bref. Bien. Au contraire, c'est porté sur la voie publique, donc ça peut être débattu. C'est ça le débat. C'est pas les choses cachées. Bon, et puis on va terminer. Donc, voilà, pour un scandale de la justice. Par contre, la justice n'a pas condamné comme acte antisémitisme le massacre de Sarah Halimi, au prétexte que le meurtrier était sous influence de cannabis. Or, on sait bien que c'est culturel, que ça a été fait pendant la guerre d'Algérie, les plusieurs guerres d'Algérie, c'est-à-dire la guerre contre les pieds noirs et aussi les guerres entre les Algériens eux-mêmes plus tard, là. Hein, lorsqu'il y avait les islamistes avaient été chassés donc, du gouvernement, mis en prison. Donc, lorsqu'il y avait eu cette période trouble ici en Algérie, c'était cette méthode. Ils ont l'habitude de prendre justement du cannabis, du hashish, tout ce que vous voulez, pour avoir cette espèce de feu sacré qui va les conduire au massacre de personnes dont ils pourraient avoir pitié. Là, il s'agit d'une voisine d'un certain âge. On a vu en Algérie des enfants massacrés, écrasés contre des murs ou brûlés dans des fours ou je ne sais quoi, parce que justement le hashish augmentait leur insensibilité. Donc c'était une fausse excuse. La prise de cannabis pourrait même être considérée comme un meurtre avec préméditation, quand on sait que prendre du cannabis juste avant de commettre un meurtre, c'est précisément un peu comme quand on prendrait l'alcool d'ailleurs et qu'on conduit derrière. Et ils savent pertinemment, puisque c'est dans la culture, que cela facilite l'acte meurtrier. Il l'avait d'ailleurs évoqué auparavant, et quand il s'est décidé de passer à l'acte, il a pris du hashish. Bon, voilà, je crois qu'on va faire le tour. On va faire donc un petit retour là sur nos manifestations d'extrême droite. On va les retrouver. Ah, je les ai effacés. Attendez 2 minutes. Bon, on va mettre ceux-là. Voilà. Voilà, nous les voilà de retour. Vous voyez, là, ils vous mettent qu'il y en avait 500 militants. Hein, et Sébastien présent, oui, c'est-à-dire que dans leur cœur, ils gardent la mort donc de ce Sébastien, qui donc est mort au cours d'une manifestation. Alors, donc, là, je vais vous livrer un peu mes réflexions sur le mouvement. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas dans le même logiciel de génération identitaire. Hein. Génération identitaire qui appelle uniquement
si vous voulez, à la protection de la culture et qui est beaucoup plus axé sur l'islam conquérant, sur les conquêtes de l'islam. Donc on n'est vraiment pas dans un registre de peuplement même, uniquement culturel. Donc en interdisant génération d'identitaires, volonté de l'État de radicaliser les identitaires et de pouvoir dénoncer l'extrême droite, le fascisme, une manière de ressusciter l'ancienne droite. Eh bien oui, parce que si les gens, donc ces mouvements génération d'identitaires populaires, c'est encore quelque chose qui va apporter de l'eau au moulin au Rassemblement national et au détriment de la droite. Hein. De l'ancienne droite qui moribonde. Donc, interdire génération identitaire pendant que eux défilent, c'est faire oublier le côté populaire et faire peur avec cette manifestation qui pourtant existait déjà. D'un coup, après on le montre. Voilà ce que c'est l'extrême droite. On a un mélange des genres. Donc, il n'y aurait peut-être pas de violence. Ah oui, ensuite, en ce qui concerne la violence policière, il n'y aurait peut-être pas de violence policière si la confrontation n'était pas non plus systématique. Hein. Alors là, je ne parle pas de l'extrême droite, je crois plutôt avec l'extrême gauche. Hein. Donc c'est ça qui est inadmissible et c'est ça qui fait que vous avez des gens d'extrême droite qui vont se dire eh ben, il faut qu'on donne un coup de main, il faut qu'on soit présent. C'est ça qui va apporter de l'eau. C'est le fait d'une police qui n'est pas soutenue et qui, avec des blessés, est parfois inefficace ou qui ne va pas partout. Alors là, c'est l'absurdité de la gauche qui vote pour quelqu'un qui promet la réforme des retraites, hein, ensuite met le pays sans dessous-dessous et se sert de la police comme punching ball. Alors, donc là, dans notre truc d'extrême droite, là, on a aussi évidemment l'islam qui est visé. Il est visé en tant que conquérant, non pas tant en tant que religion, mais en tant que conquérant. Et ce que je rappelais, ben, c'est qu'on peut être tout de même troublé quand on parle beaucoup d'antisémitisme, et on l'a bien vu avec l'affaire Halimi, l'antisémitisme qui tue, c'est pas celui de l'extrême droite, c'est celui, en France tout du moins, hein, je dis bien en France, il y a eu plusieurs meurtres, je pense aussi à un jeune homme dans une cave, de personnes dites de la diversité, comme on dit, hein, originaires d'Afrique, y compris Afrique noire, de tous les pays protestants. Protestants, qu'est-ce que je raconte avec de l'islam radical. Donc je me souviens aussi de cette image donc, du policier enflammé, donc là c'est ce qu'on a dit. Eh bien moi je suis favorable à l'usage d'armes létales, hein, plutôt que de tirer des balles qui vont éborgner des gens, y compris non violents, mais d'armes létales dès que l'intégrité physique du policier est menacée. Donc ça ne doit pas viser n'importe qui, mais ça doit comprendre le jet de tout objet quel qu'il soit. Ça peut être un bocal de merde, ça peut être un pavé, ça peut être donc justement un cocktail Molotov. À ce moment-là, eh ben, l'usage d'armes létales me semble justifié. Alors peut-être qu'il faut des flics en civil qui protègent leurs copains en uniforme, et quand il y en a un qui a ce type de comportement, s'ils ne peuvent pas l'arrêter, il est battu, mais je pense que c'est pas à la police d'avoir peur et c'est pas aux policiers d'être blessés. La distance policier-manifestant doit être respectée. Et exactement pareil, hein. À partir du moment où on a eu tout de même des codes comme le camion, comment on appelle ça, tête de bélier, voilà, le camion tête de bélier, vous savez, à Nice, qui a écrasé tout le monde. Hein. La voiture, un camion, ça peut être une arme de kamikaze islamique. Eh bien, à partir de ce moment-là, et puis il y a eu aussi cette jeune fille qu'on a traînée sur plusieurs mètres, à Lyon, à Fourvière. Ça semble beaucoup plus, alors pas de l'homicide involontaire comme on a vu tout à l'heure, hein,
un homicide vraiment d'irresponsabilité. Là, il s'agissait, ils n'étaient pas sous l'emprise de l'alcool, hein, d'un meurtre sciemment parce qu'on ne voulait pas s'arrêter, être impliqué dans le meurtre. Donc là, ça doit être... la voiture est une arme, hein, dans ce cas-là. Eh bien, à partir du moment qu'il y a un refus d'obtempérer, eh bien, la police, en tout état de cause, doit pouvoir faire usage de son arme. On a eu récemment le cas de ces gamins qui ont été renversés par la voiture de police avec une enquête. Mais je regrette. Ces gamins, s'ils sont dans des états graves, la faute n'est pas à... Les parents les soutiennent. Mais la faute est aussi là aux parents. Ils étaient à 2 sur un vélomoteur, sans casque. Bon, les parents doivent quand même être au courant de ce que font leurs gamins. À partir du moment que ça devient une habitude, qu'ils sont connus pour agir ainsi, les parents sont responsables. Donc le deuxième point de ce mouvement, c'est une idéologie qui revendique au niveau européen le droit à l'identité indo-européenne et la souveraineté donc de ce peuple sur l'Europe. Hein, donc je ne vais pas prononcer le mot parce que sinon on se retrouve avec des vidéos interdites. Donc on va dire qu'ils sont pour une homogénéité de peuplement en Europe. Alors cette homogénéité de peuplement, eh bien, je regrette, c'est quelque chose de scientifiquement reconnu. Je vous parle des époques très anciennes, c'est-à-dire vous avez eu une population, disons, autochtone très ancienne qui datait même du paléolithique, et ensuite vous avez les agriculteurs qui viennent de l'Est, qui se sont mélangés, qui ont donné ce qu'on appelle les mouvements indo-européens, qui ont donné donc cette population commune pratiquement sur l'ensemble du socle européen, à part quelques exceptions de ci, de là. Hein. Donc, il y a quand même bien effectivement un remplacement de population à la fois sur le plan génétique et à la fois sur le plan culturel. Et surtout, c'est le remplacement civilisationnel de différentes sociétés, même si moi, la première, je suis chrétienne, c'est-à-dire au niveau philosophie, hein, au niveau valeur de la vie, par exemple, mais je ne suis pas catholique, par exemple, ni protestante d'ailleurs. Hein. Donc, malgré tout, j'ai cette base civilisationnelle qui est commune à tous en Europe, qui est héritée du christianisme. Alors, on ne peut nier cependant qu'il existe non pas un complot, mais une convergence de mesures politiques dont la résultante est bien une menace sur la culture et le peuplement originel de l'Europe, et plus largement donc le monde occidental. Alors, première conséquence, la décolonisation d'Afrique, par exemple, qui est la décolonisation des pays européens. Donc cette décolonisation, elle s'est faite de manière différente que la décolonisation de ce qui est actuellement les USA par l'Angleterre. Les USA vont devenir la première puissance, hein, très rapidement, alors que c'était des colonies, du fait d'une relative homogénéité des pères fondateurs, essentiellement anglo-saxons. C'est-à-dire vous aviez une élite qui avait donc une matrice culturelle commune et qui donc pouvait donner un socle à un État. Même si au niveau de la population, vous aviez précisément une hétérogénéité qui les a fragilisés, qui explique que justement vous aviez eu un retard, par rapport aux conditions de travail pour ce qui était pratiquement de l'esclavage, encore pire, qui était en Amérique qu'en Europe, qu'ils n'ont pas évolué au niveau des conditions sociales, comme les vacances, retraites, etc., comme on l'a eu en France, en Europe, plus largement même. Et
comment dire, la population autochtone, c'est-à-dire les Indiens, qui ont été malheureusement les victimes, encore plus que de la colonisation anglaise, mais de la décolonisation et de l'élite américaine. Mais donc on a eu une élite bourgeoise qui ne disparaisse pas avec la décolonisation anglaise, et donc la possibilité d'un État de démarrer dans de bonnes conditions dès le départ. On a simplement eu la fin d'une domination bourgeoise anglaise qui est remplacée par la bourgeoisie américaine. Hein? Donc en Europe, ce que je veux dire, c'est que si vous prenez le cas de l'Algérie, si vous n'aviez pas eu cette chasse à l'homme qui a fait que avait basé également cette unité territoriale sur l'unité de l'islam qui, en somme, régit aussi le régime matrimonial et donc aboutit également à une unité, une certaine homogénéisation de peuplement. Donc, sans cela, si vous aviez eu les pieds noirs qui étaient restés, eh bien, vous aviez une élite capable de tout de suite faire rentrer le pays dans la compétition des pays riches. Parce que l'Algérie était redevenue, elle a été appauvrie par justement les piratages turcs qui empêchaient les commerces en Méditerranée. À partir du moment que la France donc a éliminé ceci, c'est un pays qui a développé une industrie, qui a développé une agriculture, etc. Donc ça a été, et on l'a bien vu, c'est qu'ensuite il a fallu une coopération, mais avec la corruption du gouvernement, ça n'a rien amené de plus. Et on a eu aussi l'aide du communisme international au niveau de l'enseignement, parce qu'il n'y avait aucun cadre. Il n'y avait personne dans les écoles, à partir du moment où vous avez eu la libération enfin, de l'Algérie, l'indépendance de l'Algérie, mais ils n'avaient plus personne dans les écoles. Donc ce sont le bénévolat des gens de gauche donc, qui ont en plus compléter la coopération. Donc ils ont vraiment été portés à bout de bras par l'Europe et tout ce qu'on en a gagné, c'est la haine. La haine donc pour beaucoup, de la part de beaucoup. Et la conséquence, ça a été ce que j'appelle l'incapacité à sortir de l'économie de la paresse de la part de ses dirigeants. C'est-à-dire que c'est une économie qui était basée sur le pétrole. Et ça, cette économie de la paresse, eh bien, on la connaît. On a d'autres exemples. Au Moyen-Âge, quand vous avez l'Espagne qui colonise l'Amérique du Sud, bon, elle ne le fait pas pour envoyer des colons, comme ça a été les Anglais qui s'installent, etc. Elle le fait pour piller surtout les matières premières. Ce qui fait qu'il y a eu une abondance de matières premières, une abondance même d'or, de matériaux, tout ce que vous voulez. Et l'Espagne est venue le revendeur pour l'Europe. Notamment, elle a alimenté l'industrie naissante en Allemagne. Ce qui fait que l'industrie a pris son essor en Allemagne et que l'Espagne a pris un retard qu'elle n'a jamais rattrapé par la suite. Bon, pour terminer, ben alors, toujours mon petit favori, le wokisme, une attaque systématique contre la culture occidentale, une politique de culpabilisation permanente. Or, précisément, ces deux axes sont les axes que l'on retrouve communs sur deux grands génocides du XXe siècle, celui du génocide des Arméniens et le génocide juif. Donc, réfléchissons vraiment à ce problème du wokisme, hein, à cette volonté aussi de détruire. Bon, on va mettre le fait de d'avoir même l'homophobie, c'est faire du mal à des homosexuels. Hein. Mais être contre la propagande pour l'homosexualité ou la propagande contre la pédophilie, c'est pas de l'homophobie. Et c'est pourtant pratiquement ce qu'on voit. Encore récemment, avec cet exemple d'infirmière sous prétexte d'éducation sexuelle qui va vous dire que, en fait, conditionner les gamins à l'acte de pédophilie en parlant de sexe masculin entre les fesses. Hein.
Alors, je ne sais pas si c'est pas du conditionnement, qu'est-ce que c'est? Et auparavant, eh bien, il y a eu tous ces films qui ont été faits avec un homosexuel héros, la Gay Pride, avec des couleurs qui s'adressent aux enfants. Donc, tout a été fait, conditionné pour comment dire, qui est de l'ordre de la propagande, avec des glaces en forme de sexe, etc., en ne s'occupant pas des sensibilités hautes qui peuvent en être choquées, hein, et qui peuvent empêcher les parents de faire descendre leurs enfants dans la rue face à de telles manifestations aussi ubuesques. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez précisément au niveau de l'enfance, vous n'avez pas comment dire, un moment où vous avez une identification déjà de son sexe par le regroupement. Les enfants se regroupent par le même sexe. Ça va être en prépuberté, ça va continuer aussi la puberté. Et si tout petit vous dit ah, vous voyez, tu vois, tu aimes mieux être avec les garçons, tu es mieux avec les filles. Ça, c'est un signe que tu es lesbienne. Ça, c'est un signe que tu es homo. Bien, les gamins, vous les conditionnez. Parce qu'on sait que dans l'enfance, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau des mœurs, c'est le conditionnement dans l'enfance qui est capital. L'enfant, évidemment, peut se construire aussi par opposition. Il rejette son père, il rejettera les mœurs ou les valeurs de son père. Mais bon, là, on lui impose, c'est la société qui impose des mœurs qui ne sont pas ceux des parents, hein, et qui conditionnent très certainement des enfants à être soit homosexuels, soit des victimes de prédateurs homosexuels. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse. Bonne journée.